Ah, là, ça a marché. Là, ça marche. Ok, super. Un an déjà. Et oui, hashtag 2050, le podcast, a un an. Et je tiens à vous remercier de votre écoute, de votre fidélité pour accompagner mes invités chaque semaine dans ce voyage vers le futur. Pour fêter cet anniversaire, cet épisode n'est pas comme les autres. Il est enregistré en public aujourd'hui, jeudi 18 janvier. Merci à vous d'être là. Merci aussi à Michel Bussy, mon invité, d'avoir accepté de participer dans ce format particulier. Un grand merci également à la métropole Rouen-Normandie qui m'a ouvert les portes de ce nouveau lieu à Rouen, dédié à la COP21 locale, l'atelier, parce que ici, sur ce territoire, on a envie d'imaginer aujourd'hui le territoire en 2050. Un grand merci également à la radio HDR qui permet un enregistrement de cette conversation dans des conditions optimales. Merci à Nico et Jérémy. Nico, je le précise en particulier, qui est aka Mosquito sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver. Néanmoins, je ne perds pas les bonnes habitudes. Dans le précédent épisode, le vœu de Katie Stewart était accompagné par Grieg et sa célébrissime œuvre Peer Gynt. Mais revenons au présent, à mon invité de la semaine. Michel Bussy est normand, géographe et auteur de romans et de nouvelles. Il a choisi un thème qui est beau, fort et d'actualité, les frontières. Un monde sans frontières en 2050, c'est le sujet de notre conversation. Et c'est parti. Bonjour Michel. Bonjour Rebecca. Merci vraiment à toi, je le redis encore, d'avoir accepté d'être là avec des gens pour nous écouter. D'habitude, les conversations sont intimistes et là, on le partage. Vous êtes une vingtaine, je pense. Donc merci, un grand merci à toi. Merci à tous d'être venus. Alors, le thème des frontières, c'est un thème qui fait écho d'ailleurs à ton dernier roman. Elle était plutôt jolie. Et c'est un thème qui forcément qui fait la jonction entre tout ce que tu es, le géographe, le citoyen et l'auteur, je crois. Oui, c'est vrai que mon dernier roman, on l'a trouvé plutôt joli, parle des migrants comme thème. Et pour ceux qui l'ont lu, parle plus encore que les migrants, parle de frontières et parle de la relation du monde à l'espace, enfin, de ce monde aujourd'hui qu'on dit globalisé, mondialisé, ouvert dans énormément de domaines culturels, économiques, etc. Et un monde évidemment également très, très fermé en ce qui concerne à une grande partie de l'humanité. Donc c'est vrai que mon roman voulait traiter de ça, de ce paradoxe-là, et évidemment les migrants en sont un des éléments. Il y a plein d'autres questions qu'on peut se poser sur ce monde à la fois ouvert et fermé, mais aujourd'hui évidemment dans l'actualité brûlante, les migrants sont un peu les témoins, et je pense que je ne sais pas si en 2050 ou plus tard, quand les historiens se pencheront sur notre époque, je pense qu'effectivement, cette question de la fermeture des frontières et évidemment de ce souci d'une partie de l'humanité de néanmoins quand même continuer à se déplacer sur la planète sera un des éléments qui questionnera. Je ne sais pas comment ça va finir, on va peut-être en parler, mais en tout cas, c'est évident qu'aujourd'hui, c'est un élément essentiel de tension dans le monde, qui est la gestion des déplacements des individus dans des États, nations qui se barricadent, pour la plupart. Alors j'aimerais avoir peut-être d'abord, pour commencer, ton regard de géographe, la notion de frontière, comment on l'aborde quand on est géographe ? C'est vrai que moi, alors, ce sujet me tenait à cœur parce que dans ma spécialité de géographie, c'est la géographie politique et en particulier la question, par exemple, des frontières. Je l'ai enseigné pendant 20 ans à l'université à pas des générations d'étudiants, mais enfin beaucoup d'étudiants. Donc je discutais beaucoup avec eux de la frontière, je leur donnais des exemples. Et donc avec la frontière, il y a la question des minorités. Et c'est vrai que j'ai beaucoup écrit des choses un petit peu sérieuses sur ces questions-là. Alors les frontières, c'est très ambigu, il y en a beaucoup. Mais ce que disent beaucoup les géographes aujourd'hui, c'est que la frontière, c'est pas quelque chose qui forcément ferme. C'est pas forcément quelque chose où on se fait face à face et donc éventuellement on se fait la guerre. La frontière, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, un des constats aujourd'hui classiques, c'est que la frontière permet moins de séparer que de faire le tri. Je prends l'exemple, on l'a trouvé plutôt joli, de la fameuse frontière du Rio Grande, qui est l'une des plus sécurisées du monde, l'une des plus meurtrières aussi. C'est vraiment la seule frontière terrestre qui sépare vraiment, on pourrait dire, le nord du sud, le monde occidental d'un monde moins développé avec le Mexique.
Et néanmoins, c'est une frontière où des dizaines de millions de gens circulent tous les jours, des camions, des individus qui viennent travailler. Donc la frontière permet de faire le tri. Et donc, on le voit dans n'importe quel aéroport aujourd'hui, dans n'importe quel port, évidemment, ce sont des hubs de circulation énormes. Les gens n'ont jamais pris autant l'avion, n'ont jamais autant circulé. Mais d'un autre côté, on filtre, on crée des passeports, des visas, etc. Donc c'est ça, je pense, là, qui m'a... Un des constats du monde dans lequel on vit, c'est un monde où on bouge beaucoup et néanmoins où on filtre beaucoup. Donc les frontières, c'est ça. Après, les frontières, c'est aussi très ambigu. Alors, je ne vais pas faire un cours, parce que là, normalement, c'est un cours qui dure plusieurs séances de 2 heures. Donc, si on fait une demi-heure, ça va être... Et puis, je suis content, comme ça, je refais mon cours. Mais ce qui est amusant, c'est aussi le parallèle entre frontières et le terme anglais. C'est-à-dire qu'en France, on n'a que le mot frontière pour désigner un petit peu deux choses qui sont la frontière qui sépare et la frontière qui pourrait être le lointain, aux frontières de la France, le wild, etc. Alors qu'aux États-Unis, ils ont 2 termes, en Angleterre, il y a le frontier et border. Border, c'est plutôt la frontière, fermée, militarisée, douanière. Et border, c'est plutôt le Far West, c'est plutôt la limite au sens lointain. Et c'est vrai que les 2 mots peuvent presque dire l'inverse, puisque quand on parle de frontière au sens lointain, on imagine effectivement c'est cette frontière qu'on voudrait atteindre, c'est l'horizon, c'est effectivement l'Eldorado des migrants. Donc c'est quelque chose qui est plus loin. C'est un espace d'imagination aussi. C'est quelque chose qui est plus loin, et c'est aux frontières de. Et effectivement, c'est plus joli sans doute la frontière qui est quelque chose comme ça, qui est un objectif qu'on cherche à atteindre. Plutôt qu'une frontière qui est simplement une limite administrative qui sépare. Et puis dernière chose aussi peut-être, c'est que les frontières sont souvent invisibles. C'est-à-dire qu'il y a des frontières qui sont très visibles aujourd'hui, de plus en plus, qui coûtent des millions d'euros, qui sont militarisés, qui sont sécurisés, camératisés, etc. Il y a effectivement un vrai business de la frontière aujourd'hui, et de la sécurisation des espaces. Mais il y a aussi beaucoup de frontières invisibles. Moi j'habite ce que je dis aussi aux étudiants, il y a les frontières sociales et comment dire. C'est-à-dire que quand on passe vers une frontière, les frontières sont aussi des lieux de rencontre, c'est aussi des lieux où les choses s'inversent. C'est-à-dire que quand on a une frontière, généralement entre un pays riche, un pays pauvre, ou entre une commune riche et une commune pauvre, souvent ces frontières sont pas forcément des lieux d'affrontement, mais parfois des lieux d'échange, parfois des lieux même d'inversion. C'est-à-dire que, typique entre une commune riche et une commune pauvre, on va être plutôt riche quand on est dans cette commune pauvre mais proche de la commune riche, et plutôt pauvre quand on est... Voilà. Donc il y a des effets de réputation, il y a des effets de représentation qui font que souvent les frontières sont des lieux un peu à part. Longtemps les frontières c'était ce qu'on appelait les marches, c'est-à-dire un peu des no man's land qui étaient des zones tampons entre les grands États qui se faisaient la guerre. Donc ces frontières, ce n'était pas forcément juste des frontières, c'était des espaces qu'on laissait comme ça, l'Ukraine, la Pologne, il y a plein de pays comme ça qui sont en fait des pays frontières, parce qu'ils servaient en fait quand des grands de grands empires, c'est ça, entre 2 mondes. Voilà, et donc ils ont connu en permanence des invasions et des voilà. Donc la frontière, c'est quelque chose de déjà très ancien et de tout à fait complexe. Ouais. Alors cette complexité, on va essayer de la projeter dès maintenant en 2050. Tu me disais en préparant cette conversation, 2050, 2 points, un monde sans frontières. Alors je ne sais pas si dans ton esprit c'était un point d'interrogation, un point d'exclamation ou 3 petits points, des points de suspension qui venaient compléter ces quelques mots. Alors ça peut paraître court évidemment en 2050. Oui, c'est 32 ans. C'est demain et on le vivra, j'espère tous. Donc d'un côté, d'un autre côté, les choses peuvent parfois aller très vite. En 89, on nous promettait pratiquement un monde sans frontières. En tout cas, quand le mur est tombé, il y avait quand même l'idée qu'un certain nombre de dictatures sont tombées derrière, y compris en Afrique. Voilà, donc il y a eu pendant un court moment cet espoir de se dire peut-être que il y aura un monde, alors sinon sans frontières, du moins où le rideau de fer étant tombé, on aura quelque chose de beaucoup plus multilatéral. Bon, et c'est pas réellement ce qui s'est produit, et même plutôt au contraire. Donc voilà, donc après tout, pourquoi pas. Et puis ce que je voulais dire dans la faisabilité d'un monde sans frontières, c'est que c'est assez nouveau quand même, ce monde qui se barricade. C'est-à-dire on peut remonter en gros au 19e siècle où les États-nations se constituent, en particulier en Europe,
et se barricadent parce que se ferment pour des raisons économiques, pour des raisons parfois linguistiques, etc. Enfin, parce qu'avant, il y avait beaucoup de guerres en Europe, mais ce n'était pas des guerres forcément d'État-nation contre État-nation. Donc on voit vraiment que les droits de migration, le statut de la nationalité, etc., les droits du sol, du sang, etc., tout ça s'invente quand même au 19e, et notamment entre soit les grandes nations européennes qui se créent à ce moment-là, soit les États nouveaux, États-Unis, etc. Donc c'est assez récent finalement cette idée comme ça qu'il y aurait un droit de la nationalité. Longtemps, la citoyenneté n'était pas du tout associée à la nationalité, par exemple. C'est un truc que je disais à mes étudiants. Dire que longtemps, aujourd'hui, la citoyenneté est pratiquement partout liée à la nationalité. Alors qu'avant, on dit toujours, la Révolution française, voilà, les citoyens qui habitaient en France, les Jefferson et autres, avaient la citoyenneté française, même s'ils n'étaient pas français, etc. Donc voilà, donc tout ça se crée, les États, fameux États-nations, donc qui dit nation, dit citoyenneté, etc. Bon, tout ça se crée un peu au 19e siècle, évidemment avec les guerres mondiales, et on pourrait très bien se dire qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de ça. L'exemple de l'Europe étant typique, puisqu'évidemment, c'est en Europe que se créent les États-nations. Le modèle de l'État-nation, c'est un modèle européen qui d'ailleurs n'est pas vraiment reproductible beaucoup dans des pays comme la Chine ou ailleurs. Et du coup, on a une phase où les frontières sont très fortes. Et puis on voit bien maintenant avec l'Union européenne, à un moment donné, on est dans un espace de libre-échange et on a fait sauter les frontières. De libre-échange souvent économique, plus économique que oui, mais tout de même, où on a si on parle juste des frontières, effectivement, on est dans un lieu où se sont inventées les frontières à un moment donné et où on les a abolies entre les pays participants à cette union, effectivement, essentiellement économique, mais néanmoins où on peut librement circuler sans frontières. Donc, on pourrait très bien imaginer qu'en Afrique, qu'en Amérique du Sud, ce type d'organisation se fasse. Oui, d'ailleurs, les États africains, il y avait des discussions autour d'un passeport africain, justement, pour penser une nouvelle circulation dans le continent. Donc ça, on pourrait très bien imaginer que d'un point de vue un peu continental, et assez vite, et notamment sur des motifs économiques, ça se fasse, avec éventuellement même des monnaies uniques, etc. Et alors après, effectivement, la grande utopie, c'est évidemment cette idée qu'un monde sans frontières, pourquoi pas, on pourrait presque dire qu'aujourd'hui on est dans un monde sans frontières au sens où un businessman peut circuler à peu près partout où il veut, ou un touriste français peut à peu près circuler partout où il veut dans le monde, et même en Corée du Nord s'il le veut. Donc ce monde sans frontières quelque part existe déjà pour une certains, minorité. Voilà, c'est ça. Et donc la grande question, c'est effectivement un monde sans frontières pour l'ensemble de l'humanité, et ça c'est beaucoup plus utopique parce que quand même tous les modèles semblent plutôt montrer qu'on est ce que je disais, ce monde du tri, c'est-à-dire que d'un côté on trie, donc on ferme d'un côté, même si le monde est de plus en plus ouvert. Et ce qui pourrait aussi plaider pour 2050, un monde sans frontières, c'est aussi l'idée de se dire que les frontières, c'est quand même des coutures. Donc c'est vrai qu'on associe souvent l'Europe à une sorte de forteresse assiégée. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui l'actualité montre que c'est de plus en plus vrai, que souvent les frontières, en termes d'entre guillemets de forteresse assiégée, n'existe pas dans les pays du Sud. C'est-à-dire quand vous avez une crise, une guerre dans les pays du Sud, c'est pas entre la Syrie et le Liban, à un moment donné, il n'y a plus de frontières. C'est-à-dire que les Syriens se retrouvent au Liban, il y en a 1,5 million, 2 millions, et le pays les accueille, même si on est déjà à 600, 700 habitants kilomètre carré. Donc 6 fois plus que la France. Donc, et c'est le cas dans toute crise humanitaire dans le Sud, où les gens ne demandent pas, ils se sauvent et ils passent les frontières, parce que sinon, ils sont en danger de mort. Donc, quelque part, on peut aussi se dire qu'un monde sans frontières, ça peut être aussi un monde où à un moment donné, les coutures craquent et bien on a beau faire tout ce qu'on veut, si les gens, imaginons des réfugiés climatiques, etc. Oui, parce que à un moment donné, les gens ne vont pas demander l'autorisation d'entrer, ils entreront parce que sinon, ils ne survivront pas tout simplement. Donc c'est une vision moins optimiste, mais qui peut aussi se dire que par la force des choses, on ne peut pas forcément toujours se barricader à un moment donné. On est aussi obligé d'ouvrir les portes quand il y a trop de monde qui cogne. Et donc, dans cette vision, tu navigues entre, tu as dit, grande utopie, mais aussi nécessité, parce que tu as abordé les réfugiés climatiques. On sait qu'aujourd'hui, notamment dans le Pacifique, il y a déjà des îles qui sont rayées ou qui vont bientôt être rayées de la carte des terres émergées. Et donc, ce qui veut dire que c'est des millions de personnes sur les territoires côtiers qui, par nécessité, les frontières en 2050, dans 32 ans, tu le disais, ça va arriver vite, mais le changement climatique, ça bouge vite aussi.
Oui, complètement. Ça, et on sait que ça arrivera sans doute plus vite que prévu. Et puis, au-delà de ça, on peut aussi penser que les frontières sont dans les têtes. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une impression qu'il y a effectivement une remontée des nationalismes et donc avec ça des murs qu'on veut voilà, des murs ici dans la ou là. tête, des mouvements anti-minorité et voilà, des formes de séparatisme catalan ou autre, bon, etc. Mais en réalité, je crois que c'est un peu un phénomène de réaction face à ce monde ouvert, mais qu'en réalité, je pense que pour la majorité des gens, enfin, je ne pense pas que ce fameux débat entre société ouverte, société fermée, voilà, pour la majorité des gens, il y a une vision qui est un peu plurielle et que je pense quand même que les gens sont beaucoup moins attachés aujourd'hui au modèle de l'État-nation classique qu'ils ne l'étaient il y a un siècle. Même des gens qui ne voyagent pas, etc., vont avoir comment dire, regarde, moi je prends l'exemple du foot tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, les États-nations sont essentiellement basés sur des symboles, dans le sens où l'économie, elle est mondialisée, tout le monde le sait. Donc, en fait, des symboles qui vont être le drapeau, l'hymne, un certain nombre de célébrations, de commémorations, et par exemple, le sport en fait partie. Voilà, l'équipe de foot, etc. Bon, ça fait partie des symboles, mais du coup, on est purement dans le symbole, et les gens le savent très bien. Et donc, c'est l'exemple du foot, et donc on va supporter une équipe. Et même les Piracides vont supporter une équipe qui est composée pour l'essentiel de joueurs noirs ou d'origine éventuellement étrangère à quelques générations, et ça leur pose pas de problème. Et on voit ça aussi avec les grands clubs de foot où on va supporter un club alors que les gens sont pas du tout issus du quartier ou de la ville. Bon, donc tout ça, c'est un peu des identités multiples et qui nécessairement, par le net, par le monde d'aujourd'hui, font qu'on a certes des symboles qui renationalisent très fortement, on joue sur des ports, etc. Mais d'un autre côté, je pense que pour beaucoup, le monde est devenu très, très ouvert. Donc du coup, ça peut militer aussi pour que ces frontières soient politiquement, etc., difficiles à évoquer, mais que sur le fond, beaucoup de gens se disent, après tout, voilà, c'est plus une peur économique, une peur individuelle. Oui, donc des frontières qui sont plutôt plus dans les têtes, finalement, que dans la conception du monde. Oui, et puis alors, il y a des choses très paradoxales. Évidemment, on peut se dire qu'aujourd'hui, si politiquement, c'est compliqué d'ouvrir les frontières, on voit bien en France, par exemple, toujours, on va accueillir toute la misère du monde, comme si des milliards d'êtres humains sur la planète ne rêvaient que de venir en France et de s'y installer. Voilà, donc c'est évidemment une vision mais qui est ancienne de la France, en se disant, voilà, on est tellement géniaux, voilà, c'est tellement génial, la France est tellement beau, les acquis sociaux sont tellement formidables que forcément tout le monde ne rêve que de venir en France. Alors qu'évidemment, toutes les études montrent que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. La preuve, il y en a sans doute plus qui rêvent d'aller en Angleterre qu'en France, ne serait-ce que par des opportunités linguistiques. Bon, voilà, on parle pas non plus français si on y parle en Afrique francophone. En 2050, il y a des études qui disent que la francophonie, justement, va largement remonter. Ce qui est une chance énorme pour la France. Enfin, voilà, c'est parce qu'à la fois le français se perd dans ces pays africains, enfin se perd au sens où il est concurrencé par d'autres langues, mais d'un autre côté, numériquement, ça monte aussi. Donc là aussi, c'est un peu, on reste sur les identités multiples, c'est-à-dire qu'effectivement, dans beaucoup de pays, on va parler bambara, wolof ou autre, et on parlera aussi français. Et selon les cas, on sera parfaitement capable de jongler entre les deux. Donc du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais en tout cas, ça m'amène à une question pour nourrir cette utopie ou ce futur possible d'un monde sans frontières. Comment on fait parce qu'on voit des hommes politiques aujourd'hui, évidemment, on pense à Trump, qui est dans une logique plutôt de repli sur soi, mais il y en a plein d'autres en Europe. On voit aussi ici en France, on n'a pas sur la question des réfugiés ou des migrants. C'est vrai qu'on pourrait parler aussi du terme à utiliser, mais c'est loin d'être gagné. On n'a pas, il faut en 32 ans renouveler la sphère politique pour nourrir cette vision du monde.
Alors, si on pourrait faire une hypothèse que j'ai rarement entendue, qui est peut-être à la fois un peu folle et un peu, je sais pas comment on pourrait dire, iconoclaste. C'est vrai qu'aujourd'hui, une grande partie de la logique de frontières et de repli est liée au terrorisme, est liée donc à un terrorisme notamment sur des bases religieuses, et donc c'est ce qui agite les peurs, évidemment, d'une renationalisation, de sécurisation, etc. Mais pas oublier que, en tout cas pour les États-nations occidentaux, on va dire, on n'a jamais vécu une période aussi longue sans guerre, y compris les États-Unis, y compris évidemment les pays européens, et sans guerre a priori avant 2050. Enfin, ça peut toujours arriver, mais enfin, on voit mal aujourd'hui une guerre, alors, au sens frontalier, c'est-à-dire voir un pays qui menace d'envahir la France, on ne l'imagine pas. Donc en fait, c'est peut-être ce qui justifie qu'on s'invente d'autres invasions, parce qu'il n'y a plus cette peur-là, mais ne pas oublier que jusque sans doute début des années 80, je pense que cette peur existait encore, quoi. Tant que l'Europe n'était pas consolidée, on se disait encore, est-ce que les Russes ne vont pas débarquer sur les Champs-Élysées, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça semble aberrant dans les pays qui ont les moyens au monde de se dire on va être envahi. Par contre, c'est effectivement d'autres formes d'invasion. Mais du coup, ces invasions sont forcément, si on y réfléchit bien, quand même moins dangereuses. On ne va pas avoir une circonscription pour que tous les hommes aillent porter un fusil et défendre les frontières. Donc tout ça, c'est un peu derrière nous quand même. Donc c'est quand même quelque chose qui a quand même évolué, je pense, là, favorablement. Et du coup, tout ça pour dire que les mentalités peuvent aussi évoluer en se disant, effectivement, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai une hypothèse, est-ce que le terrorisme n'est pas un peu les derniers soubresauts, entre guillemets, de ce qui fut jadis la guerre et ce qui fut jadis des réflexes sécuritaires, et qui, imaginons qu'effectivement les services de sécurité, etc., prennent le dessus sur le terrorisme et que ça ne devienne qu'un épiphénomène, et que même, pourquoi pas, les mentalités l'admettent, se disent, effectivement, on ne pourra jamais éradiquer complètement le terrorisme, donc il y aura des attentats de temps en temps, qui feront de temps en temps quelques morts, quelques dizaines de morts, voire quelques centaines de morts, et peut-être que les sociétés apprendront à vivre avec ça, comme il y a d'autres types de catastrophes, et que ça n'empêchera pas pour autant le monde d'avancer et peut-être même d'être plus ouvert. Enfin, si on veut être utopiste, on peut se dire qu'après tout, c'est un risque, évidemment le risque de terrorisme qui nous touche tous, mais qui est tout de même absolument pas comparable au risque d'une guerre mondialisée, d'une bombe lâchée et quelque chose. Et c'est vrai qu'on peut se dire que plus le monde est ouvert comme se sont ouverts les pays d'Europe les uns sur les autres, et plus on éloigne ce risque-là. Donc c'est très utopique, mais moi, quand je commençais toujours mon cours de géographie politique, je disais toujours aux étudiants, une des grandes nouveautés, c'est qu'aujourd'hui, depuis pratiquement la Seconde Guerre mondiale, les frontières n'ont pas bougé, les frontières du monde n'ont pas bougé, et il y a peu de chances qu'elles bougent radicalement, alors qu'elles n'ont pas cessé de bouger pendant de la Rome antique jusqu'à 1945. Effectivement, il y a quelques nouveaux pays qui se créent, voilà, il y a la Yougoslavie qui se disloque. Bon, il y a évidemment dans le monde des choses qui se mais ce ne sont pas des frontières, mais c'est pas des frontières qui bougent. Voilà, la Crimée redevient. Enfin, il y a évidemment des conflits frontaliers partout dans le monde, mais ces conflits frontaliers généralement se règlent beaucoup plus par des formes de négociations, de diplomatie, parfois de conflits locaux très durs, mais qui néanmoins ne remettent pas en cause fondamentalement des systèmes d'invasion de pays sur l'autre. Et ça, c'est quand même radicalement nouveau, et ça pourrait plaider sur le fait que, du coup, en partie, a-t-on encore besoin des frontières à partir du moment où elles sont stabilisées, un peu comme la France. Voilà, les frontières de la France, elles ont bougé pratiquement jusqu'en 1850, quelque chose comme ça. Puis voilà, on voit bien qu'aujourd'hui, la France n'a plus besoin de ses frontières, entre guillemets, puisque on voit bien qu'on fonctionne sur un autre modèle. Ouais. Alors sur justement ces frontières, imaginons ces frontières physiques ou administratives qui ne sont plus que des tracés sur des cartes en 2050, pas au-delà, mais il y a aussi, moi je fais le lien entre la notion de frontière aussi et la notion de souveraineté, cette volonté d'avoir un espace où on est souverain, et avec toute la montée du monde digital, numérique, et aussi là aussi
aussi planétaire. Mais on voit que là aussi, il y a du débat sur comment des États reprennent de la souveraineté. Alors là, pour le coup, pas par rapport à d'autres États, mais par rapport à des organisations privées, des entreprises qui ont certains monopoles et qui ont un impact hyper important. Alors sur l'information, on a beaucoup parlé des fake news, avec voilà. Donc il y a aussi sur ce terrain-là qu'on peut s'interroger sur les frontières et donc la souveraineté ou pas. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors on disait souvent, quand on disait les frontières, longtemps les frontières étaient liées à la prédation, entre guillemets, c'est-à-dire voilà, c'était la frontière en tant que territoire à défendre, comme le ferait... une zone à défendre. Une zone à défendre, comme le ferait un animal dans la jungle. Et aujourd'hui, tout ça, comme je l'ai dit, un petit peu, en tout cas, se regarde autrement. Par contre, on a toujours besoin de ces territoires avec une souveraineté, notamment avec la montée de la démocratie. Et donc, il n'y a pas de démocratie sans territoire et donc sans participation, pour faire le lien avec la prédation. Et donc, du coup, la participation, c'est effectivement, quand on crée une démocratie, comme en France, il y a une souveraineté nationale et donc le débat politique se place dans un cadre, dans le cadre du territoire électif, donc là, dans le cadre évidemment de la France. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'avait marqué, notamment lors du premier débat télévisé sur la campagne présidentielle. Pourtant, j'ai travaillé sur la démocratie depuis très longtemps et justement, je trouvais que la démocratie était une façon un petit peu de faire exploser les territoires du local au national, etc. Et en écoutant ce débat du premier tour, je me suis dit, oui, mais voilà, une des poches réellement de résistance d'un éventuel monde sans frontières, c'est aussi la démocratie, puisque la démocratie réinvente perpétuellement le territoire électif. C'est-à-dire que tous les candidats, qu'ils soient de la gauche à l'extrême droite, avaient pour cadre de départ la France. Oui. Même si c'est pour dire on sort de l'Europe, même si c'est pour dire on ne veut plus de frontières, etc. Néanmoins, on s'adresse aux électeurs français et donc le discours a pour référence la France. Oui. Et donc nécessairement, par exemple, très difficile pour un candidat de dire, si on reprend le thème des migrants en disant moi je suis candidat pour l'élection présidentielle française, mais je vous préviens tout de suite... Ma conscience, mon identité, elle est mondiale. Je ne me sens pas plus français que citoyen du monde. Et que si demain, des étrangers viennent me frapper à mes frontières, je les accueillerai à bras ouverts parce que, moi, ma conception. C'est évidemment impossible qu'un président vienne dire ça parce qu'il s'adresse aux Français et donc il le dira autrement, en tout cas. Ouais. Et donc, de la même façon qu'un maire d'une commune, qu'il soit le plus altruiste possible, qu'il soit le plus humaniste possible, à un moment donné, s'il est dans une intercommunalité par exemple, va aller défendre sa commune. Oui. C'est évident, puisqu'il défend non pas son intérêt personnel, il défend l'intérêt de ses électeurs, de ses concitoyens. Et donc, voilà, si à un moment donné, on a vu notre année, forcément, il va défendre. Donc, et du coup, forcément, le président français va défendre l'intérêt de la France. Enfin, COP21, c'est typique. Enfin, il y a eu des tas d'études économiques pour faire comment arriver à trouver un accord qui dépasse son propre intérêt. Même si individuellement, je suis persuadé que la grande majorité des présidents de la planète, très au courant des enjeux, sont persuadés qu'il faut faire quelque chose. Intimement, les gens intelligents, forcément, voient les chiffres. Mais la difficulté, c'est évidemment de se dire comment ils peuvent dépasser leur propre intérêt. Et donc, ça rejoint cette idée que la démocratie, finalement, alors je ne dis pas qu'il faut la remplacer pour autre chose, mais c'est une des difficultés d'un monde sans frontières, c'est aussi que la démocratie génère des individus, sans doute pour beaucoup très, très compétents et très humanistes, mais qui, du coup, eux-mêmes, sont bloqués pour dépasser, parce qu'il y aura une forme de trahison, sans doute, de dire, nous, on renonce à quelque chose par souci d'une cause plus noble, d'un idéal plus vaste. Ça, c'est évidemment très... Là, pour le coup, c'est utopique et surtout, ça ne se produit pas comme ça. En même temps, parce que c'est intéressant de faire le lien entre la démocratie et ces espaces de frontières ou pas. Il y a des auteurs, il y avait un bouquin, je ne sais plus de qui s'appelait Post-politique. On est aussi quelque part dans ce monde-là parce qu'on voit bien que les interactions économiques peuvent parfois passer largement au-dessus de choix ou d'idéologies politiques. Et peut-être qu'en 2050, on sera aussi dans un monde post-politique plus abouti. Alors, je ne sais pas si c'est un bien ou c'est un mal et comment ça pourra s'incarner, mais où finalement ces questions démocratiques et d'accueil ou
pas de rapport à l'autre pourront être pensés autrement. Oui, sans doute. Après, là, pour le coup, c'est compliqué. Je suis assez persuadé que c'est ce qui va se passer pour une part, c'est-à-dire qu'une grande partie de l'action étatique ou gouvernementale sera remplacée par des actions citoyennes et caritatives, ne serait-ce que par la réduction d'un certain nombre de budgets gouvernementaux. Est-ce que c'est bien ou pas? Moi, j'ai un collègue qui travaille beaucoup sur la santé, par exemple, et son dada, c'était de montrer en quoi, notamment en Inde, mais à partir de l'Inde et de beaucoup de pays du Sud, les États n'étaient plus capables d'assurer une santé correcte pour les habitants dans des pays très pauvres. Et du coup, c'était remplacé par des opérations caritatives énormes de citoyens indiens, par exemple, devenus milliardaires et créant leurs cliniques, etc. Effectivement, on pense aux milliardaires américains. Alors, est-ce que c'est bien ou mal? En tout cas, ça génère autre chose qui est qu'effectivement, une partie du bien commun est prise en charge par la générosité. Alors après, selon les gens, elle est bien placée ou mal placée. Mais enfin, ça crée évidemment toute une série de questions, effectivement. Parce qu'évidemment, ces milliardaires, souvent, sont aussi impliqués, en tirent des bénéfices. Oui, tout voilà, ça, évidemment, c'est à double tranchant. on perd le côté bien public, contrôlé par les citoyens, etc. Ouais, bien public, bien commun. J'aime bien commun. Et on revient sur des formes d'intérêt... une forme certes de générosité, d'altruisme, mais qui est générée par des intérêts privés ou communautaires. Ou évidemment, on pense aussi à tout, si je reviens sur la santé, tout ce qui revient à la communauté. C'est-à-dire qu'on va créer effectivement des systèmes, mais pour une communauté religieuse ou pour etc. particulière, donc et éventuellement avec des valeurs qui peuvent être des valeurs, fortes sur les femmes. Donc du coup, c'est évidemment un enjeu complexe, mais c'est vrai qu'on pourrait sans doute se dire aussi que les frontières peuvent aussi devenir beaucoup plus poreuses grâce à ces formes de solidarité qui ne seront plus du tout des formes de solidarité uniquement gouvernementales et politiques, mais seront des solidarités économiques, communautaires, caritatives. Et d'ailleurs, ça existe... Oui, beaucoup, de plus en plus. De toute façon, l'innovation territoriale, l'innovation sociale, on voit aussi comment ça bouge les lignes, aussi sur les territoires infra. Tu parlais des communes, des intercos, on est aussi dans cette logique-là. Si vous avez envie de poser une question, alors c'est vrai que je suis beaucoup tournée vers Michel, mais il y a un micro à votre disposition, donc n'hésitez pas à me faire un petit signe pour que je vous l'amène. Je pensais... Ah oui, alors il y a une première question. Le temps que le micro soit allumé, tout ça, pile... Non, pour que ça soit enregistré dans l'épisode, c'est important. Je pense à quelque chose aussi, c'est que les frontières, on a dit, elles sont géographiques, elles sont politiques, administratives, elles sont aussi dans nos têtes, on l'a évoqué. Est-ce que aussi, en 2050, ça veut dire qu'il faut qu'individuellement, on repense notre rapport à notre chez-soi? Dans un bouquin, Mona Chollet, justement, montrait l'importance de cet espace de repli et le chez-soi. Alors elle parlait plus du foyer, de la maison, de l'habitat, mais c'est aussi notre rapport à chez-soi. Tu disais citoyen du monde, mais est-ce qu'on peut se sentir chez soi en étant ailleurs? Enfin, et ça joue aussi sur comment on accepte d'être un étranger quelque part, comment on accepte que l'étranger vienne aussi dans notre sphère qui est notre chez-soi, de notre ville, etc. Ce que j'ai noté des bouquins que j'ai lus notamment pour écrire, on l'a trouvé plutôt joli, qui étaient beaucoup de bouquins sur les migrations, sociologues, géographes et autres. C'est qu'en fait, aujourd'hui, le monde au niveau local fonctionne beaucoup par solidarité locale, notamment parce que les coûts de déplacement sont sans doute plus chers qu'avant, plus chers qu'il y a un siècle. Prendre l'avion, prendre le bateau, ça coûte très cher, alors qu'auparavant, on pouvait s'embarquer, tenter l'aventure sans doute plus facilement. En tout cas, au regard du niveau de vie, ça semble plus compliqué, et notamment la précarisation d'un certain nombre du monde, ces grands écarts, génèrent des solidarités locales très fortes. Et donc, quitter son quartier, se sentir chez soi, c'est aussi se sentir avec des amis, une famille, qui vont être capables d'être un recours. Si on vieillit, on aura des enfants et de la famille. Si on est trop jeune, donc ce système de chez soi est très lié, je pense, au système de solidarité locale et d'entraide qui est très très fort et qui permet du coup à des territoires de survivre. Et du coup, c'est aussi ce qui est expliqué, c'est que du coup, cette idée que l'ensemble du monde souhaiterait migrer vers un monde meilleur ne fonctionne pas du tout, parce que c'est pas du tout comme ça que les gens raisonnent. Et pour
pour quelques individus qui effectivement vont souhaiter tenter l'aventure, ou pour quelques crises sanitaires ou autres qui vont générer effectivement des réfugiés. Mais quand tout se passe entre guillemets normalement, les gens n'ont pas spécialement envie, et même s'ils en avaient envie, ils n'ont pas surtout les moyens de quitter, parce que c'est quitter son chez-soi qui est souvent effectivement l'espace qui permet de manger, d'être entretenu, etc. Donc ça, je crois que c'est très vrai, et je pense que c'est aussi assez vrai ailleurs. Chez nous, où effectivement, dans un ensemble de quartiers ou dans des zones rurales un peu isolées, enfin dans des quartiers où les choses sont un peu moins faciles, eh bien, on a chez soi. Alors évidemment, ça se coupe avec la métropolisation du monde, avec la densification, et ça, on n'a pas parlé, mais c'est aussi, quand on parle un grand thème de géographie aujourd'hui, et quand on parle d'un monde sans frontières, c'est aussi l'idée que cette petite idée du chez-soi explose quand le taux d'urbanisation de la planète continue d'exploser, quand les métropoles deviennent des métropoles à 20, 30, 40 millions d'habitants, et tout ça généralement allant de plus en plus vers le littoral, donc vers les zones d'échange et d'économie. Et évidemment, le monde évolue aussi comme ça, et du coup, c'est plus un monde où les frontières terrestres ont beaucoup de sens. C'est beaucoup plus un monde où des grandes métropoles, où aujourd'hui, ça va être 60% de l'humanité, mais ça va continuer de monter. Les grandes métropoles sont connectées plus ou moins les unes aux autres par des systèmes de réseaux économiques, donc etc. finalement, l'exception qui est aujourd'hui les États métropoles, ça pourrait devenir en 2050 une nouvelle façon d'écrire la géographie du monde, la géographie politique aussi. Voilà, en tout cas, mais c'est pas forcément un monde qui fait beaucoup rêver, mais en tout cas, on peut se dire qu'effectivement, la tendance à l'agglomération, qui est une tendance presque physique, de se dire c'est normal, les activités économiques, les hommes, etc., ont tendance à s'agglomérer pour réduire les distances, pour davantage échanger de la richesse, échanger du savoir, échanger de la culture, échanger même simplement des relations humaines. Donc les gens ont tendance à s'agglomérer, et ça crée comme ça des métropoles, mais qui du coup créent des métropoles saturées. Et ça, s'il y a bien quelque chose que le monde ne sait pas gérer aujourd'hui, c'est ça. C'est cet effet d'agglomération qui crée des villes absolument inhumaines. Enfin, on le voit bien. Et donc, avec la science-fiction s'en nourrit beaucoup d'ailleurs. C'est un des ressorts. Bien sûr, oui, parce que c'est assez logique, parce que du coup, on a on a toujours l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, qu'il n'y aura pas de mouvement. Enfin, là encore, si on prend l'histoire, que les villes continuent de grossir, et les zones rurales, pas forcément de se dépeupler, parce qu'il y a plus l'humanité a tellement évolué que évidemment il y a plus de monde aussi, mais en tout cas que l'essentiel de la croissance s'opère quand même dans ces mégalopoles, et y compris dans les pays du Sud, quoi. Et donc aussi finalement on va redessiner aussi ces frontières entre urbain et rural, enfin qui poseront d'autres problématiques. Il y a alors une question, oui. Parce que grâce à la fois au digital, au numérique, mais aussi, on voit en Inde, il y a des communautés qui se créent, et je pense qu'on va peut-être aller évoluer vers des frontières communautaires, des communautés d'intérêt, des communautés religieuses, des communautés ethniques, culturelles. Voilà, peut-être qu'on est en train de passer des États-nations à fonctionner sur des communautés. Et puis la deuxième question, c'était quand même, il y a beaucoup d'essayistes, d'économistes, politologues qui disent quand même que peut-être la nouvelle naissance d'un ordre mondial qui ferait qu'il y aurait peut-être pas en 2050, mais en 2100, peut-être un gouvernement d'ordre mondial, planétaire. Donc je voudrais avoir ta position là-dessus, quoi, sur la question. Alors sur la première, c'est tout à fait vrai. Alors moi, en tant que géographe, j'aurais tendance à dire que du coup, on n'est plus sur un monde sans frontières, parce que les frontières communautaires n'en sont plus. Ça va être effectivement une forme de séparatisme, mais on n'est plus. Pour moi, la notion de frontière implique une notion territoriale, alors que si on parle de ces communautés, ces diasporas, etc., on est justement sur quelque chose qui est plus spatial, mais qui est qui peut fonctionner en réseau. Et justement, c'est ça la force de ces réseaux, c'est que ça. Moi, j'étais très surpris quand j'ai lu. Pareil, toujours pour préparer, on l'a trouvé plutôt joli. Je le dis à un moment dans le livre, c'est qu'il notait que presque 50% des échanges financiers
passent hors banque, dans le monde, passent hors banque et hors système boursier, etc., simplement par ces systèmes communautaires. Alors, ils ont tout là, enfin, les communautés ont chacune leur, ce qui consiste à simplement, vous avez de l'argent, vous êtes en France, vous avez de l'argent, vous voulez la transmettre à votre famille en Afrique ou ailleurs, et bien, plutôt que de passer par une banque, par Western Union ou je sais pas quoi, qui va vous piquer, etc., vous passez simplement par un courtier communautaire qui va recevoir votre argent et qui va passer un coup de fil en disant, tu donnes, et ça coûte rien, et la confiance et la communauté, c'est plus rapide, c'est plus sûr, etc. Et ça, le montant m'a sidéré. Mais quand on y pense, c'est tout à fait logique parce que c'est des moyens beaucoup plus sûrs en termes de sincérité. Évidemment, les gens sont tous persuadés que les banques sont là pour faire du bénéfice sur votre dos et de vous piquer votre argent. Donc, c'est beaucoup plus facile de passer par quelqu'un en qui vous avez raison d'avoir confiance et vous dites de toute façon, s'ils cherchent à m'arnaquer, il y aura des systèmes radicaux pour... Enfin, voilà. Donc, et ça, c'est vrai que c'est sans doute des choses qui sont un peu des contre-modèles du monde qu'on nous affiche aussi, quoi. Et la deuxième question, c'était du coup... C'était sur un gouvernement mondial. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît imaginable ? Moi, j'aurais tendance à dire c'est très compliqué à imaginer sans bouleversement des rapports de force. Parce que le problème, j'avais un étudiant de thèse qui avait travaillé par exemple sur tout l'ensemble des votes de l'ONU. Il avait analysé tous les votes de l'ONU. Et par exemple, quel est le pays d'Europe qui vote le moins, par exemple, en conformité avec les autres pays européens à l'ONU ? C'est la France. De très loin. On dit c'est l'Angleterre, ils n'y croient pas, Brexit, etc. Je ne sais pas qui, les Polonais, etc. Non, c'est la France qui ne vote pour un certain nombre de questions, jamais comme le reste. Ils se réunissent, il faut tous qu'on vote pareil, machin, etc. Et la France, notamment sur tout ce qui concerne le nucléaire. La France est très isolée sur le plan nucléaire, et donc l'ONU propose régulièrement des modalités. Voilà, et la France. Donc voilà, et puis évidemment, le pays au monde qui vote le moins avec l'ONU, c'est évidemment les États-Unis, notamment sur toutes les questions d'Israël. Donc finalement, les principales puissances au monde sont aussi celles qui, évidemment, on pense à la Chine, la Russie, sont aussi celles qui ne votent pas de façon isolée. Donc, quand je dis rapport de force, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, l'ensemble des petits États ou moyens États auraient a priori beaucoup plus d'intérêt, entre guillemets, à ce qu'il y ait un gouvernement mondial. Mais à partir du moment où les 5 ou 6 plus grandes puissances ont un système de veto et de blocage, c'est très compliqué à imaginer, surtout que il y a une forme d'équilibre qui repose là-dessus. D'ailleurs, c'est assez curieux de se demander comment on a pu en arriver là, quoi. De se dire comment un pays comme la France, par exemple, peut avoir pouvoir de veto à l'ONU, Conseil de sécurité. Oui, c'est vrai. On peut se dire, tiens, c'est étrange aujourd'hui de se dire que voilà. Mais par contre, en 2050, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est tout à l'heure, on parlait un peu d'innovation ou d'initiatives locales, des citoyennes, de la société civile, qu'elles aussi de plus en plus se maillent entre elles, toujours cette logique de réseau, favorisée sans doute par le numérique, et qu'elles dépassent aussi ces frontières qui sont administratives, physiques, à un horizon 2050, et donc qui créent de nouvelles connexions entre les territoires et les gens. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que, par exemple, l'exemple de Trump fera peut-être école, c'est-à-dire qu'effectivement, à la fois un président aussi caricatural dans ses positions internationales et néanmoins les États-Unis qui continuent de fonctionner avec sans doute beaucoup d'initiatives locales, de villes, d'États, etc., qui vont aller à l'inverse et qui vont corriger ou contrebalancer. Donc ça montre que finalement... ça sera sans doute très étudié la façon dont les États-Unis ont créé leur propre contre-pouvoir à un moment donné. Et alors évidemment, il a énormément de pouvoir, Trump, mais la Constitution et sans doute, il y aura beaucoup d'initiatives qui viseront, et ne serait-ce que d'un point de vue d'image, sans doute, de se dire, nous, mais on veut pas être embarqué avec lui, donc on corrige en permanence, on prend des positions, Donc ça, c'est assez intéressant aussi de se dire que finalement... Ça sera pour les étudiants de 2050, étudiants en géographie, politique, et sociologues qui regarderont ça. Il faut avoir du recul pour voir ça, mais c'est vrai que c'est sans doute la première fois où il y a sans doute autant de défiance vis-à-vis d'un président qui est le plus puissant du monde, et les autres
échelle territoriale qui elles-mêmes sont très connectées au reste du monde. Ouais. Alors, donc cette utopie de 2050, un monde sans frontières, avec une société civile qui s'empare encore plus de ces espaces à échelle différente, un monde numérique qui aide aussi à mettre en réseau ces acteurs. Donc j'imagine assez bien ce nouveau paysage. Alors pour conclure cette conversation, parce qu'il faut bien le faire, on est déjà à 43 minutes, ça passe vite, mais je savais que cet épisode serait sans doute un peu plus long que d'habitude. C'est exceptionnel, voilà, exactement. Il te reste à formuler un vœu pour 2050, Michel. Alors ça fait très peur parce que formuler un vœu, on se dit c'est un vœu qui va pas se réaliser parce qu'il faut pas le dire les vœux. Mais c'est la pensée magique du podcast, on est protégé. Donc du coup je vais faire un vœu qui est une forme non pas d'utopie mais peut-être de rêve, enfin un vœu qui a priori peu de chances de se réaliser en 2050, mais pourquoi pas. Donc mon vœu, ça serait qu'on invente la téléportation. Ah oui. Alors, moi aussi j'aimerais bien. Alors pourquoi alors techniquement pourquoi pas impossible. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, donc on pourrait commencer par téléporter des objets, et puis après donc voilà toute la physique quantique travaille là-dessus. Et puis pourquoi pas un jour, c'est à la fois un rêve, mais après tout, voilà, il y a plein d'autres choses qu'on a inventées. Donc la téléportation. Alors pourquoi la téléportation ? Parce qu'évidemment c'est très lié à la question des frontières. Parce qu'imaginons que demain. Imaginons 2 secondes un monde où on pourrait se téléporter. Et c'est intéressant d'un point de vue géographique parce que ça veut dire que tout ce qu'on a imaginé, notamment dans les romans de science-fiction ou dans les futurs, par exemple les villes qui continuent de pousser, etc., ne tient plus. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, la ville, c'est le rapport à la distance nulle. On recherche. À partir du moment où la distance n'existe plus, parce que vous pouvez vous téléporter à peu près où vous voulez, eh bien, il n'y a plus de raison d'avoir de ville. Donc ça veut dire que les gens peuvent absolument réinvestir toute la planète exactement comme ils le veulent, voilà, en un clin d'œil se retrouver. Donc du coup, ça remet en cause l'ensemble de c'est évidemment un monde sans transport, sans moyen de transport, donc c'est un monde sans concentration tout en ayant forcément des événementiels qui peuvent être rassemblés. Et du coup, ça devient une sorte de monde à la fois sans frontières, parce qu'évidemment, il n'y a plus aucune raison voilà. Mais c'est un monde où il faut réinventer ce qui est du domaine du public et ce qui est du domaine du privé, parce qu'évidemment, un monde où on se téléporterait doit évidemment conserver une certaine sphère privée. Vous n'allez pas comme ça faire débarquer les gens chez vous. Dans son salon. Donc vous devez conserver quelque chose de privé, tout en remettant évidemment très clairement en cause cette notion de à qui appartient les territoires. Donc voilà, donc je me dis que ça serait un monde assez amusant et dans mon idée, voilà aussi un monde où sans doute les États, nations, etc. garderaient des rôles essentiellement symbolique, voilà, avec les langues, on garderait ça comme du patrimoine à conserver, mais où forcément par nature les gens seraient amenés à prendre en charge, et là du coup nécessairement il y aurait gouvernement mondial, nécessairement il y aurait invention de moyens de communication au sens oral, d'une langue, etc., mondialisée, enfin voilà, donc on serait obligé de penser la globalité tout en pensant mais qu'est-ce qui nous reste en termes de local, de qu'est-ce qu'on veut rester chez soi, etc. Donc voilà, donc ça serait assez amusant à philosopher. J'avais jamais fait cette connexion entre les questions de téléportation et la ville, tout ça. Enfin, c'est passionnant. Il faudrait faire un sujet rien que là-dessus. La téléportation. Téléportation. Il y en a eu sur la téléportation un petit peu, Ouais, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est amusant. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Enfin, c'est le fondement de la science-fiction d'ailleurs, c'est de prendre un point de départ technologique et puis d'arriver à inventer tout ce que ça peut changer sur nos regards. Très bien. Merci beaucoup, Michel, pour cette conversation hyper riche. J'espère que vous aussi, elle vous a nourri. Merci à vous pour votre présence, forcément. Et puis, ces quelques questions qui ont fait de cette conversation un épisode en réalité augmentée. Donc, merci à toi, Michel Bussy, pour avoir partagé ce regard. Et je me disais, si un prochain roman faisait un tour du côté de 2050, ça serait vachement bien, non ? On pourrait encourager, Michel. Voilà. Je le ferai un jour. Ah, très bien, c'est noté. Et d'ailleurs, je me disais, peut-être que tu peux nous livrer un petit scoop sur ton actualité des mois à venir. On ressort Sans famille, qui est un roman qui se passait sur une île anglo-normande imaginaire qu'on avait sorti à Rouen aux éditions des Falaises en 2009. Je crois, en 2009, et qui a été épuisé assez vite. Donc depuis 6 ou 7 ans, on le trouvait plus du tout. Et donc là, on le ressort avec les presses de la Cité en mai
D'accord. mi-mai. Et évidemment, je l'ai réécrit, je l'ai corrigé, j'ai rajouté un petit peu des choses. Donc on l'a réactualisé. Donc voilà, donc ça, la prochaine actualité, ça sera ce roman que certains en Normandie ont lu, mais beaucoup, en dehors de la Normandie. Donc on pourra le redécouvrir. Voilà, le découvrir, le redécouvrir. Très bien. En tout cas, justement, je vous invite à lire le dernier roman de Michel Bussy. On l'a trouvé plutôt joli, donc paru aux éditions Presse de la Cité, ainsi qu'un tout frais recueil de nouvelles, T'en souviens-tu mon Anaïs? Alors j'avoue, je ne l'ai pas encore lu, il est sorti le 4 janvier, donc voilà, c'est tout récent. Et puis vous pouvez retrouver l'actualité de Michel, ses livres sur son site internet michel-bussy.fr. Et enfin, donc c'est devenu la petite ritournelle de conclusion de chaque épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode, ce podcast autour de vous pour le faire vivre et grandir. Je vous invite également, et puisque c'est son anniversaire, à le faire encore plus, à me déposer un panier plein d'étoiles sur iTunes. Cela ne vous coûtera que quelques clics. Et pour moi, chaque étoile, chaque commentaire compte énormément. Alors, à vous de jouer. Abonnez-vous également à la newsletter, suivez la page Facebook, bref, tout ça vous le savez, mais c'est important. Sur ce, nous nous retrouvons très vite dès la semaine prochaine pour un nouvel invité, une nouvelle invitée même, une nouvelle conversation, un nouveau thème pour inventer le monde en 2050. Et d'ici là, j'espère que quelques-uns parmi vous connaissent la phrase de conclusion. D'ici là, soyons toujours curieux, voilà, c'est ça. Merci beaucoup à vous.